Bienvenue dans l'Arcane Play. Ce que vous vous apprêtez à voir est un programme produit par Arcane Asylum Publishing en collaboration avec Yes We Can. Il s'agit d'un actual play en 3 épisodes qui poursuit 2 objectifs. Vous proposez un didacticiel simple du jeu de rôle Métro 2033, actuellement en financement participatif, à l'adresse que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo. Deuxièmement, vous permettre de vous immerger avec nous dans l'univers de Métro 2033 à travers l'histoire que des professionnels du théâtre et du jeu de rôle vont vivre et interpréter pour vous. Comme vous l'a dit Olivier, le jeu est en cours de financement participatif et le matériel que vous verrez apparaître à l'écran n'est pas en version définitive, ce sont des prototypes. Pour des raisons évidentes, nous n'allons pas vous exposer l'intégralité des règles du jeu de rôle Métro 2033, mais nous allons vous proposer d'appréhender les règles essentielles au début de chaque épisode. Avant d'aller plus loin, nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cet Arcane Play. Les éditions Arcane Asylum Publishing qui produisent cette émission. Le collectif Yes We Can qui assure l'intégralité de la réalisation de ce programme. Le Sunset Café et le Cartel Bar qui ont accueilli nos tournages. Daria Kusevalova pour ses 1000 services précieux, ainsi que Guillaume Poulnard pour son assistance technique sur le tournage. Sans oublier les musiciens qui nous ont cédé des droits sur leur musique ou qui ont même parfois composé des morceaux spécifiquement pour l'Arcane Play de Métro 2033. Grégoire Roland, Phileas Rogue, Moonra, Wolfbar et Purple Planet Music. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire exister cette Arcane Play. Dans son best-seller Métro 2033, Dmitri Gloukovski dépeint l'existence d'individus qui ont trouvé refuge au sein du vaste réseau métropolitain de Moscou. Car suite à une catastrophe mondiale, la Terre est désormais plongée dans un hiver nucléaire. Au sein de ces stations, environ 40 000 individus se sont regroupés en communautés autogérées. Certaines de ces communautés, au fil du temps, ont acquis suffisamment de puissance et d'influence pour devenir de véritables factions. Certaines de ces factions, d'ailleurs, se livrent assez régulièrement des guerres et autres conflits. Le jeu de rôle Métro 2033 est l'adaptation de ce riche univers, mais aussi une extension de ce dernier. Les personnages de vos parties seront des spécialistes dans leur domaine. Médecins, soldats, diplomates. Ils vont devoir gérer beaucoup de choses pour assurer le confort et la survie de leur communauté. Et tôt ou tard, ces personnages vont être confrontés à une sombre menace, des phénomènes inexplicables qui rôdent dans les tunnels abandonnés du métro. Dans la partie que vous allez pouvoir suivre dans quelques minutes, vous allez voir évoluer 5 personnages et leur histoire débutera au sein de la station Vedenra. Pour vous aider à mieux comprendre ce qui va se passer lors de la partie, faisons un petit focus sur les règles. Pour jouer à Métro 2033, vous aurez besoin de dés standards à 6 faces. Une dizaine devrait faire l'affaire. Comme Alien ou Tales from the Loop, entre autres. Ce jeu exploite le système Year Zero, ici complètement adapté à l'univers post-apocalyptique de Métro 2033. La base de ce système est extrêmement simple. Vous jetez une poignée de dés correspondant à la somme d'un attribut et d'une compétence éventuelle. Si vous obtenez un seul 6, c'est réussi. C'est aussi simple que ça, petit exemple. Admettons que vous ayez un score de 2 dans la compétence Observation et un score de 3 dans l'attribut Esprit dont dépend cette compétence. Vous disposez donc de 5 dés pour faire votre jet d'observation. Si un seul de vos dés fait 6, vous réussissez votre action. S'il n'y a aucun 6, c'est un échec. S'il y a plus d'un seul 6, c'est une action d'éclat, une super réussite en quelque sorte. Mais je crois que quand on rate un jet, on a encore la possibilité de le retenter. Absolument. Lorsque vous n'avez pas de réussite, ou pas assez, vous pouvez forcer le jet. C'est-à-dire relancer tous les dés qui ne sont pas des 6 dans l'espoir d'obtenir un meilleur résultat. Attention, lors d'un jet forcé, chaque 1 obtenu devient une affliction. Une affliction peut, à la discrétion du joueur, mais avec l'accord du maître des jeux, diminuer d'1 point la caractéristique impliquée par le jet de dés, 1 point par affliction, détériorer l'éventuel bonus offert par de l'équipement, remplir l'une des 5 cases de sang-froid ou se transformer en dés de stress. Et le stress, justement, c'est un élément très important dans le jeu Métro 2033. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Pour chaque point de stress engrangé, le joueur ajoute un dé de couleur différente à tous ses jets. On peut en accumuler jusqu'à 5. Ces dés ne peuvent fournir de réussite supplémentaire. Et les 6 sont tout simplement écartés. Les 1, en revanche, comptent toujours comme une affliction, même en dehors d'un jet forcé. Si vous êtes joueur ou inconscient,
vous pouvez choisir de vous infliger délibérément un point de stress pour bénéficier de l'un des avantages suivants. Forcer une dernière fois un jet de dés, mais sans relancer les 1. Bénéficier d'un bonus de 3 dés sur un jet de compétences ou d'attributs. Ignorer un point de dégâts et un seul. Ignorer l'état brisé pendant un tour. В московском метро мы иногда живем, но чаще всего умираем. Dans le métro de Moscou, ou ce qu'il en reste, VDNH, c'est un peu le bout du monde. Au-delà de son tunnel nord, il n'y a rien. On dit que le métro s'arrête précisément 700 mètres après la station. Après cela, il n'y a rien. Un rien qu'on appelle Botanichesky Sad. Le repère de monstres, à la peau de ténèbres, menace impalpable, invisible, ombre, tapis dans l'ombre, néant, drapé dans le néant. C'est pour se protéger de ces monstres, de cette menace qui n'est peut-être qu'une rumeur, mais qui ne le restera sans doute pas. C'est pour vaincre les superstitions et les terreurs que l'on installe des gardes. Plusieurs cordons de sécurité sécurisent la station VDNH. Bien entendu, on ne s'aventure jamais au-delà de ces fameux 700 mètres. Même les éclaireurs les plus farouches ne dépassent jamais les 680 mètres, observant les ténèbres dans l'angoisse. Pour les gardes qui sont plus proches, comme c'est le cas pour vous ce soir, l'angoisse n'est pas moins palpable. On essaye par de vieilles histoires, par de petites discussions, par quelques blagues, et parfois un verre de samogon, de l'éloigner. Vous êtes au mètre 450. Derrière les sacs de sable, le feu brûle entre vous. Vous vous y réchauffez. Alors, l'éclaireur, c'est vrai ce qu'on raconte? Tu étais à Komsomolskaya quand ça a pété. Effectivement. Je suis arrivé un petit peu avant pour prévenir les rouges que là on s'attaquait et qu'ils n'auraient aucune chance. Il n'y avait pas d'achat là-bas. C'est là que je l'ai rencontrée en effet. Elle essayait de soutenir un type au sol. Et elle m'a agrippé pour que je lui donne la main. Et les tirs ont commencé. Et du coup, c'est passé ce qui s'est passé. C'est bien joli tout ça, mais dis-moi l'éclaireur. Le gosse dans tout ça? Le gosse, je le connais pas. Ça s'est passé après qu'on s'est séparés. Et tu disais après arriver ce qui est arrivé. T'entends quoi par là? Des échanges de coups de feu. Dasha s'est pris une balle. Et j'ai dû partir avec la ligne de front. Impossible pour moi de faire machine arrière. En la laissant avec une balle. Comme je te dis, il y avait des tirs partout. C'était vraiment... on n'avait qu'une seule solution. Avancer. Sinon, c'est eux qui avançaient sur nous. Ouais, c'est comique, quelque part. Tu laisses Dasha avec une balle, là tu te pointes avec notre petite sœur. Tu soignes tes entrées, l'éclaireur. Tu nous rappelles comment vous vous êtes croisés? Ça m'intéresse. Avec Barbara, on s'est croisés, on était dans une station. Elle était en train de faire un deal. Ça allait mal tourner. J'ai vu des gens tourner autour. Je l'ai attrapé par le bras. Et j'ai fait comme si on se connaissait. Tu l'as attrapé par le bras? Ouais, Ça va, frérot, il lui a filé un coup de main.
C'était soit ça, soit elle se faisait tomber dessus. C'est juste que t'as de la chance qu'elle t'ait pas poinçonné. Ça, c'est sûr. Un sacré caractère. C'est de famille, paraît-il. Ouais. Bon, écoute, le héros de guerre, je trouve que tu t'en es plutôt bien tiré sur cet interrogatoire. T'as probablement mérité un petit peu de notre thé. Alyosha, tu sais, notre nouvel ami. C'est pas reçu. Je m'en occupe. Et ce thé, c'est presque un petit déj pour vous, en fait. Parce que vous vous rendez compte que la relève ne va pas tarder. Et vous entendrez d'ailleurs des pas qui font rouler quelques pierres. Et 3 personnes qui s'approchent, que vous connaissez bien. Stéphane, Anatoly, Vladimir. Vladimir en tête, parce que c'est un peu le gaillard du groupe. Et vous savez que Anatoly, il a ce côté un petit peu lent, mais très gentil, très grand, dégingandé, un peu presque décharné, au milieu de ses 2 camarades un peu mieux bâtis. Et vous les voyez se rapprocher de vous. Vladimir vous fait une espèce de salut militaire un peu ridicule. Les autres le regardent sans avoir l'air de trop comprendre ce qu'il est en train de fabriquer. Et c'est Anatoly qui s'approche de vous, beaucoup plus bonhomme, beaucoup plus gentil, mais avec toujours cette espèce de petite lenteur un peu touchante. Salut, Alexei. Ça s'est bien passé la soirée? Pas de monstre? Eh non. Il y a Vladimir qui le regarde un peu méchamment, qui lui lance un regard noir, si je puis dire. Tu m'as nous attiré la poisse à parler de ces choses-là. Rien, hein, les gars. Vadim? Rien à signaler, je me demande juste si un jour vous serez ponctuel. Bah, fais ce qu'on peut, hein, tu sais, des fois, pas de réveil. Bon, je vois que tout est en place. Vous n'oublierez pas de rendre le matos à l'administration en arrivant, hein? Oh, il est comme ça, Vladimir. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On discute, vous restez là, on bat les cartes peut-être, ou alors on va peut-être pouvoir enchaîner, je sais pas. Pas que je sois pas à l'aise avec toi, Vadim, c'est Stéphane qui vient et qui de temps en temps aime bien balancer des petites piques. Mais il est pas méchant, il y a une espèce de connivence. Vous aimez bien vous envoyer quelques fions à la face. On va pas traîner, tu risquerais de t'attacher. On y va. En avant. Vous avez à peine le temps de récupérer votre godet de métal dans lequel le thé, dont vous savez très bien que c'est pas vraiment du thé en fait, puisque certains d'entre vous travaillent à la fabrique de temps en temps, une espèce de champignons séchés, râpés avec des additifs, mais qui commence à faire le succès de Vedenra, puisqu'on en parle partout. Vous avancez dans ce couloir obscur, vous avez de la lumière dans le dos. Déjà, comme vous êtes à 450 mètres, en avançant, au bout de 100 mètres, vous voyez déjà le halo rougeoyant de la station VDNRA, puisque vous savez que là-bas, vous n'êtes éclairé que par l'éclairage d'urgence, et que donc tout est baigné d'une lumière rouge. En vous approchant de VDNRA, en vous approchant de chez vous, vous entendez grésiller le transistor de Iosif, quelques notes d'accordéon. Un air un peu mélancolique, un air traditionnel russe que vous connaissez bien. Et finalement, oui, VDNRA, c'est un hall central, un enfilement de tentes qui forment de part et d'autre, près de chaque quai, ces espèces de rues, des tentes solides, ces grandes tentes entre les arches, le fumoir, où finalement on peut prendre un peu de bon temps en temps, se détendre. Cette portion du métro où on a enlevé les voies pour y élever des porcs, cette portion où on a fait pousser des champignons pour aussi bien la nourriture que pour le thé. Cette musique, quand vous vous approchez, vous donne le sentiment que vous êtes chez vous. Et quelque part, il fait bon se retrouver chez soi. La pression retombe un peu, vous avez le sourire qui vous vient aux lèvres parce que oui, c'est pas grand-chose,
mais c'est chez vous. Cette lumière rouge un peu oppressante, c'est pas... ça vaut pas un vrai éclairage, mais c'est chez vous. Et alors que vous remettez documents, les armes, etc., qu'on vous a prêtés pour le tour de garde, alors que vous vous approchez de la station, en tout cas du fond de la station où se trouve votre tente, elle est sur la droite, c'est la deuxième arcade, puisque vous avez une grande tente familiale, puisque vous êtes avec frères et sœurs. Il y a un squatter en ce moment, puisque Danil est un éclaireur de passage, comme il vous l'a dit. Mais vous avez cette grande tente où vous êtes tous ensemble avec les filles notamment. Et au moment où vous arrivez d'ailleurs, vous les voyez s'approcher de vous, un petit peu angoissés. Vassili n'est pas avec vous? Il y a un problème? Il a disparu. Bah, il est parti jouer. Non, on pensait qu'il était avec vous. Non, Il a pas disparu. avec nous. Non. Vous l'avez vu où la dernière fois? Justement, on l'a pas vu. Hier soir, quand on s'est couché, il n'était pas là. On a présumé qu'il s'était peut-être caché, qu'il était peut-être allé jouer avec ses amis, quoi. Et du coup, Varia, toi, tu vois pas le gosse, tu vas te coucher. Écoute, il a l'habitude de jouer, on le laisse jouer. Ouais, on en rediscutera plus tard. Kikadia, Quoi? c'est pas le moment. Oh, t'as raison, c'est pas mon gosse. Bon, écoutez, ne vous disputez pas, il a disparu toute une nuit. C'est pas normal, c'est pas la première fois qu'il disparaît comme ça. Et peut-être qu'il est chez ses copains, Dina et Anya, il est peut-être resté là-bas. Mais oui, on va y aller. C'est rien. Vous allez vérifier s'il est là-bas et nous, on fait le tour des tentes. Ok? Vous avez besoin d'un coup de main? Ouais, je crois bien, l'éclaireur, tu pourrais te rendre utile, peut-être. Je vais essayer. Vadia. Souffle. Mais je suis détendu, là. Ouais, ça se voit. Bon, allez, on y va. Vous commencez à avancer dans les tentes, vous avez le cœur qui bat, surtout les filles. Donc c'est cette enfilade de tentes, je vous rappelle. C'est vraiment un long couloir, puisqu'en plus vous êtes quasiment au fond du métro. Vous entendez, ça vous énerve un peu d'ailleurs, pour les plus tendus d'entre vous, de cette horloge. Et les tentes commencent à bouger. On voit parfois le halo d'une lumière à l'intérieur. Les gens commencent visiblement à se réveiller. La station prend vie. Vous vous dirigez au milieu de ces tentes. Est-ce que vous souhaitez aller voir une tente en particulier? Peut-être interroger en premier lieu la tante de ses copains, Dina et Anya. Donc Oksana, la mère. Oksana. Tu t'approches assez rapidement de sa tente. Vous sentez, alors que vous en êtes à quelques mètres, vous sentez déjà une petite odeur de tabac froid. Tu es devant la tente. Eh oh, bonsoir. Ouais. Excusez-moi, je suis la maman de Vassia. Ah, Daria, c'est toi? Oui, c'est moi. Bouge pas, j'arrive. La porte s'ouvre sur cette femme qui a dû être belle, qui a le visage cuit par la cigarette, le cheveu noir mais surtout grisonnant, enfin beaucoup de... Et puis cette voix, elle a la voix défoncée. Quand elle sort, elle a déjà une clope au bec. Vous savez que c'est elle un peu qui fournit la station, vous savez pas trop d'où elle sort, comment elle a eu ses clopes, mais voilà, c'est une camée de la cigarette. Et elle a pas mal de stock. Il y a déjà eu des histoires d'ailleurs, des gens qui ont essayé de lui piquer ses cartouches dans sa planque, etc. Mais elle doit avoir un gros stock. Elle sort avec sa clope au bec, son fichu sur la tête, elle est très mal embraillée, une chemise blanche, et puis... Oui, je crois qu'il jouait à cache-cache hier soir, avec Dima et Anya. Et puis? Eh ben c'est tout. Quand Dima et Anya sont rentrés, ils avaient fini de jouer. Il est parti? Ben, j'imagine qu'il est rentré chez toi, non? Non. À quelle heure il est parti de chez toi? Là, je saurais pas te dire comme ça, tu sais, moi j'ai pas toujours l'œil sur l'horloge. Et les enfants, ils ont rien à dire? Enfin, ils dorment là ou... Ah oui. Et tu peux pas les réveiller? Vadim, sans ménagement, passe, écarte la tente, rentre à l'intérieur. Eh oh! Ça va. Et va vers la... Elle a l'air vraiment choquée, elle se retourne un petit peu, elle jette
son truc par terre, toi, ça te fait tiquer tout de suite, en fait. Putain, meuf, elle fume dans sa tente, elle jette le mégot par terre. Vous êtes comme ça sur la sécurité incendie. Du coup, tout de suite, j'écrase la clope. Tout le monde se calme. Il veut juste vérifier, on a peur pour le petit. Et toi, mets de les formes, s'il te plaît. Tu vas me faire un jet de manipulation, s'il te plaît. Vu les circonstances, tu vas rajouter un dé, parce que comme t'es pas dans l'agression, t'es plutôt dans l'apaisement, je vais te filer un dé de bonus, un modificateur de +1. Du coup, tu peux lancer tes 3 dés, je crois. Vas-y. Ok, c'est ça. J'ai 2 en empathie, plus le dé bonus, ça fait 3. 5, 2, 1, ok. Pas de succès, malheureusement. Tu sens que ta phrase tombe un peu à plat, alors il y a des regards de... On note l'effort, tu vois, mais il y a trop de tension. Et ta phrase n'a pas l'effet escompté. Toi, tu rentres, un peu comme un sauvage. T'as vraiment les gamins, quand ils te voient arriver comme ça, vite, comme tu peux avoir en termes de rumeurs dans la station, un peu la légende du super fouettard, tu vois. Quand ils te voient arriver, ils ont peur, ils sont dans leur lit, ils sont terrorisés. Qu'est-ce qu'il y a, Vadim ? C'est pas nous ! C'est Dima, tout de suite, qui prend la limite. Je me baisse à son niveau. Il n'y a pas encore de problème. Faut juste que tu me dises, la dernière fois que tu l'as vu, Vassia, c'était où ? Pourquoi ? On a joué à cache-cache, après il est rentré... Attends. Il y a Anya, elle se réveille un peu plus doucement, elle t'a vu, elle a eu un peu peur, mais elle se frotte un peu les yeux. Ben non, on n'a pas pu faire le dernier tour. Pourquoi ? Parce que c'était à lui de compter, pour le cache-cache. Et il n'est pas venu nous chercher. Et moi, on l'a pas vu rentrer chez lui, hein, Dima. Et la dernière cachette, c'était où ? Elle était où, sa dernière cachette ? Sa dernière cachette, c'était pas loin du fumoir, je crois, à côté des enclos à cochons. En fait, je vais prêter attention aux réactions des gamins, pour voir si peut-être ils mentent ou ils cachent un truc. Ok, tu vas me faire un jet d'analyse, vas-y. Je sens que la chance est avec vous aujourd'hui. Tu perçois pas. L'émotion qui prend le dessus, c'est clairement pour la petite, la fatigue, je me réveille, et pour Dima, plutôt le côté j'ai un peu peur, quoi. J'ai fait une bêtise et je vais me faire engueuler. Okay. Donc tu réussis pas à percevoir s'ils essayent de te mentir, en fait, ou de t'embobiner, quoi. J'aurais quand même tendance à dire que t'as pas l'impression. Ça marche. Donc on en était où ? Voilà, donc je te regarde tous les deux, et puis il y a la petite Anya qui disait non, mais en fait, rappelle-toi, le dernier tour, on l'a pas fait. Il est pas rentré. Ok, donc voilà pour les infos. À l'extérieur, toi, tu es avec Oksana, enfin vous d'ailleurs, vous êtes avec Oksana, qui vient de jeter sa clope, qui effectivement regarde autour quand il écrase la clope, parce que la sécurité incendie, ça fait vraiment partie des choses avec lesquelles on plaisante pas avec Vedianha. Donc elle retombe un peu sur le côté, il rentre chez moi comme un malpropre. Et elle passe un peu en mode, je rassure, quoi, comme elle peut. Elle n'est pas spécialement très douée en empathie. Non, mais il doit pas être allé bien loin, ne t'inquiète pas. Il n'est pas rentré de la nuit, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas ? Mais il doit jouer, moi je suis sûr que vous allez le retrouver. Ça va, merci. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir au fumoir ? C'est l'endroit où il s'est caché. Les gamins l'ont plus vu après. C'était à son tour de compter, il jouait à cache-cache, il n'est pas venu compter, il n'est pas venu les chercher. Sa dernière cachette, c'était près du fumoir. Et je pense pas que les gosses me mentent. Allons-y. Si ça se trouve, il y dort, tout simplement. Il s'est bien planqué. Le temps a passé, il s'est endormi. Mais il a peut-être peur aussi de se faire malmener, comme la dernière fois, Vadim. Je lui ai mis une claque. Il était tout seul dans un tunnel. J'osais espérer que ça lui fasse rentrer l'idée dans le crâne. A priori, c'est pas le cas. Allez, on va se concentrer, on va aller le chercher. Varia, si je puis parler, je comprends. Mais si, nous, ses parents, on n'en a pas parlé, c'est que c'est bon, c'est réglé. S'il te plaît.
Ça va. Du coup, on se dirige vers le fumoir. Vous avancez vers le fumoir, et alors que vous venez à peine d'avoir cette discussion un peu tendue et de vous éloigner de la tente, il y a un jeune avec une calache courte qui est derrière vous, que vous connaissez sans doute, c'est Yegor, un jeune super speed et qui travaille assez souvent à la sécurité incendie. Et il voit le mégot par terre et... Alexei, t'es un gros, c'est quoi ça? J'ai réglé. T'as réglé ça craint, là, le mégot. Ouais, je l'ai réglé, c'est bon. Y a pas de problème. Purée, ça te ressemble pas, laisser traîner des trucs comme ça. Tu fumes, toi? Laisser traîner quoi? Explique-moi. Bah, le mégot. Regarde bien. À quoi? Il y a quoi que ce soit, le mégot. Bah, il est éteint, c'est un mégot. Donc c'est réglé. Il le ramasse. Faut pas laisser. Si Alexandre va passer ça, elle va péter une durite. Hein. Ce qui est important, c'est il est allumé ou pas? Bah non, il est éteint, mais bon. Bon, hein, je vais te jeter dans le fumoir. Hein. Et puis comment ça? Quoi? T'es là. Ouais. Le petit Vassia, tu l'aurais pas vu? Vassia? Ouais, Vassili. Non. Attends. Bah quand? Ce matin, non, je l'ai pas vu. Mais La dernière fois que tu l'as vu? la dernière fois, je crois que c'était... ouais, c'était hier. Il discutait avec ce jeune. Avec quel jeune? Ouais, le jeune avec la... Il était pas d'ici, mais je crois qu'il faisait partie des gars de Rishkaya, là. Comment ça? Le jeune, un peu grand, avec la chapka et le gros blouson. Ça parle à quelqu'un, ça? Je sais pas qui c'est, moi. Non. Baraqué, une grosse tête. Pas du tout. Non, plutôt... bah, il devait avoir, 18, 19 ans, l'homme. Bah, enfin, voilà. Alochin, tu le connais? Non, ça me dit rien, Basile. Assez fin. On va aller le voir. Tu sais vers où il est? Je sais pas, me demande s'il est pas venu livrer un truc à Alexandre Nikolaïevitch. Il faudrait peut-être aller le voir. Pour rappel, Alexandre Nikolaïevitch, c'est le chef de la station. Pour moi, je vais jeter ça. Hein. À moins que vous vouliez savoir un autre truc, mais... C'est bon, merci. Eh mais faites gaffe avec ça, vraiment, l'incendie... Moi, je voudrais pas qu'on finisse comme... Ah, c'est quoi déjà cette station qui a cramé? Bon, je sais plus, mais je voudrais pas qu'on finisse comme eux. Ouais. Ça va, merci. Et il s'éloigne. Vous entendez le claquement de ses talons qui s'estompent au fur et à mesure parce que vraiment les tentes commencent à s'ouvrir, les gens commencent à partir au travail, qui à la fabrique de thé, qui vers les ports, qui vers la sécurité incendie justement. Vous vous dirigez vers le fumoir, c'est ça? Si certains d'entre nous, si on se sépare pour aller voir d'un côté Alexandre, de l'autre côté le fumoir. Ouais, très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir au fumoir. On trouvera peut-être des pistes au sol, quelque chose à suivre. Enfin, dire si jamais il y a de la baston ou quoi. Tu vas avec lui? Moi, je vais voir Alexandre, qui vient. Je viens avec toi. Ok. Je commence à sentir mal cette histoire. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, il a dû... il doit être dans un coin. Si c'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas maintenant. En tout cas, s'il se cache, cette fois-ci, on ne laissera pas passer. Eh oui, des fois, il faut poser des actes. C'est pas forcément une mauvaise chose. Bah du coup... Vous passez entre l'espace exigu que vous laisse 2 tentes familiales sous une arcade. Vous vous y dirigez. Derrière cette espèce de rue de tentes, vous zigzaguez entre elles et arrivez au bord du quai. Il y a ces espèces, vous savez, de trucs pour permettre aux aveugles de savoir où s'arrête le quai, là, une espèce de point sur le sol. Voilà. Vous marchez là-dessus, vous regardez, descendez rapidement sur le métro. Alors je vous rappelle qu'ici, sur la voie, tout est dégagé. Il n'y a plus de rails, il n'y a plus de traverse de bois. Là, il n'y a plus rien. Et vous vous retrouvez rapidement tous sur ce sol meuble et vous avancez. La lumière est un peu plus sombre ici, vous y voyez un peu moins bien, mais vous arrivez jusqu'au fameux fumoir, vous sentez cette odeur de cendrier froid qui vous prend un peu aux narines. Vous entendez vaguement le son des ports au loin dans cette portion, vous savez, qui est derrière, là où le métro pourrait faire demi-tour. Et vous vous retrouvez devant le fumoir alors qu'il n'est qu'un emplacement de terre meuble dans lequel on jette les mégots
il n'y a rien, il n'y a pas de tenture, il n'y a que dalle, hein. C'est juste un endroit où on va fumer loin des tentes. Évidemment, énormément de mégots au sol, cette espèce de cimetière de mégots, là, ce gros trou dans lequel il y en a vraiment jusqu'à ras-bord. Cela dit, pas grand-chose. Alors, je vous rappelle qu'à Métro, il n'y a pas de jet de trouver objet caché, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt c'est vos idées qui permettent d'orienter un jet éventuel si je décide qu'il en faut un pour percevoir un détail. Mais donc vous ne passerez pas à côté d'un détail si vous avez l'idée de chercher au bon endroit. Que faites-vous? Cela dit, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a du sol et des mégots. Par contre, c'est sur la route où on s'est déjà séparés, parce qu'il y en a qui vont voir Alexandre et d'autres qui vont au fumoir. Alors oui, pardon. Qui va au fumoir? L'éclaireur et moi. Vous deux. Tous les deux. Ouais. Alors pardon, du coup, c'est plutôt à vous que je m'adresse. Donc voilà, hein, vous ne voyez que ça. Je m'occupe de vous juste après. Alors, que faites-vous? Bah déjà, tu vas remarquer que Vadim, depuis tout à l'heure, il a un côté sec, mais il a l'air, pour le moment, de garder la tête assez froide. Et il va te laisser passer, en fait, pour éviter de contaminer la scène de crime, ou en tout cas le lieu, tu vois. Il se tient à quelques pas derrière toi. Et d'ailleurs, il finira par te dire à toi de jouer l'éclaireur. Je vais essayer. Laisse-moi voir. Je regarde un peu à droite, à gauche. Je cherche un renfoncement de quelque chose, un endroit, une cachette où un enfant aurait pu se cacher. Déjà, pour vérifier un peu si effectivement il y a des traces, quelque chose. Ok. Effectivement, tu cherches tout de toi, tu dis bah non, très honnêtement, une cachette, j'en vois pas trop. À la limite, ce qu'il aurait pu faire, c'est s'approcher de l'enclos des cochons. Parce qu'en fait, comme tu as la voie du métro qui fait comme ça, au bout de même pas 500 mètres, vous savez que c'est éboulé de toute façon et ça a été fait à dessein. On peut pas aller plus loin. Ça sécurise aussi la station. Sur la gauche, tu sais qu'après, il y a cette espèce de voie perpendiculaire qui fait vraiment qui sert à élever les cochons et à les abattre aussi, ce qu'on essaie de pas faire à la vue, notamment les enfants. Donc, tu te dis qu'éventuellement, voilà, à l'angle, peut-être, ça peut faire une cachette pas mal. D'autant que s'ils jouent à cache-cache, c'est sombre, les enfants ont peut-être un peu peur d'y aller. Dany, tu t'avances vers l'angle et tu commences à vérifier. Alors là, pour le coup, je vais t'autoriser un jet d'observation. Observation. Ton idée n'est pas mauvaise. Eh bien, décidément, nous n'avons que des champions ce soir. C'est parfait. J'allais te demander si je pouvais forcer le jet. Ah, mais tu peux complètement forcer le jet. Donc, tu veux? Allez, vas-y. Tu relances exactement les mêmes, donc tous ceux qui n'ont pas fait 6, c'est-à-dire tous les deux. Mais moi, j'ai confiance. Je pense que tu peux le rater une deuxième fois. Et voilà, mais c'est très beau, mais il y a un 1, c'est-à-dire que tu viens d'hériter d'une affliction. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. L'affliction, ça peut être -1 en esprit, puisque là, c'est l'esprit que tu utilisais. C'est temporaire, hein, si tu te reposes 5-10 minutes, ça reviendra. Tu peux endommager ton équipement si tu apportes un bonus, là, c'est pas le cas. Tu peux encaisser un dé de stress. Moi j'aime bien. Et c'est déjà pas mal, mais j'oubliais un truc, c'est le sang-froid. Tu peux remplir ta jauge de sang-froid d'1 point si tu veux. Donc je te dis, hein, équipement, sang-froid, ta carac qui perd 1 point, ou un dé de stress. Voilà. Aucun de tes amis t'ayant aidé, tu peux pas leur refiler ton stress, mais tu peux choisir, toi, de faire ce que tu veux. Je vais prendre le -1 sur la carac. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier. Très bien. Ok. Écoute, tu te baisses, tu regardes, tu inspectes les lieux, tu entends les cochons autour de toi. Je vous épargnerai l'imitation du cochon. Et il te semble repérer des traces de pieds. C'est quand même un endroit qui est quand même pas mal visité, etc. Mais comme là, le gamin est allé se cacher, il est allé se mettre à des endroits un peu exigus où on va pas forcément se déplacer d'ordinaire. Ouais, tu pourrais peut-être repérer une petite trace de basket. Mais malheureusement, rien de plus. J'ai quelques traces de pas là. Ça semble être un enfant. Je pense que avec tout ce remue-ménage, c'est le seul truc que je pourrais voir.
On pourrait essayer de voir si on arrive à la suivre. On a que ça à se mettre sous la dent, je crois, non? Exactement. On va faire avec. Alors, je me suis peut-être mal exprimé parce que la trace de pas s'arrête très vite, en fait. Ça piétine un peu à un endroit où tu as pu le voir parce qu'il s'est caché. C'est juste une trace de pas. Ouais. Je pensais qu'elle partait vers une direction et qu'après ça. C'est au milieu d'un méli-mélo de traces, de pistes, etc. Un endroit où c'est caché et tu vois l'empreinte de la basket. Ça va être de nouveau l'occasion pour Vadim d'être extrêmement sympathique, puisqu'il va faire un demi-pas et il va finir par te dire voilà, je crois qu'on a remonté la piste. Vadim, j'essaye de vous filer un coup de main. Ouais, je vois. Essaye d'être un peu plus sympa, s'il te plaît. Je sais pas ce que vous avez tous aujourd'hui, mais je peux t'assurer que je suis extrêmement détendu. Et tu t'apercevras vite si ça devait changer. Ok. Bon, a priori, il n'y a plus rien ici. Non, enfin, moi je vois pas plus. Déjà, c'est déjà un miracle d'avoir trouvé ça. Ben, pour m'assurer qu'on rate rien, je vais quand même regarder attentivement les alentours, quoi. Tu farfouilles, tu tournes autour des enclos et de fait... Les enclos notamment, est-ce que Ouais. je porte mon attention sur les enclos? Rien... Est-ce qu'il aurait pu passer par-dessus? Tu me fais ton petit jet. Non, juste retrouver cet enfant. Bien sûr, fais-moi un jet d'observation, vas-y. Alors, observation, eh bien, écoute. Magnifique. Très bien. Je pense que ça ne va pas être difficile de vous faire du mal ce soir. Vous êtes tous les deux comme deux ronds de flanc au milieu des cochons. En plus, ça grouille, puis l'odeur, autant vous dire, n'est pas spécialement agréable. Non, aucune trace de ce gamin. Et très honnêtement, de toute façon, c'est éboulé aussi au fond, là. Donc, il n'a pas pu aller bien loin, à moins qu'il soit entre des rochers. Dans ce cas-là, je vous laisse le soin d'apprendre la nouvelle à sa maman. Toute maman adoptive qu'elle soit. On va, le temps que vous réfléchissiez à la suite, se tourner vers nos camarades qui font, rappelle-moi, Bruno. On va voir le chef, en fait. Alexandre Nikolaïevitch, tous les trois. Donc, hein. Oui, c'est ça, exactement. En fait, vous allez complètement à l'opposé de du fond de la station et vous vous dirigez vers, pas loin de la fabrique de thé, en fait. Il y a cette petite cabane là où vous voyez d'ailleurs qu'ils sont en train de se mettre en place, deux personnes face à face sur leur table en train de râper, etc. Il y en a d'autres qui font sécher les champignons sur des espèces de petites grilles ou des fils. Et vous, vous prenez à droite, il y a une petite porte et c'est un local de technique à la base, mais c'est là que Alexandre Nikolaïevitch a installé son bureau. Chef, Oui, entrez. on ne dérange pas. Tu pousses la porte, un petit local assez restreint. Il est derrière son bureau métallique rouillé par endroits avec pas mal de paperasse. Il a l'air de faire des plans parce que vous savez qu'il était architecte avant pour réfléchir peut-être à améliorer tel ou tel aspect de la station, peut-être l'électricité, peut-être les réserves d'eau. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui a une chemise qui fait un peu peine à voir, mais c'est un homme qui reste fermement accroché à l'espoir qu'un jour on pourra retrouver la vie comme elle était avant. Et donc il a sa chemise blanche et limée aux manches retroussées, une quarantaine d'années, les cheveux relativement courts, les tempes un peu grisonnantes, la barbe de 2 jours, vous savez, qui lui fait juste un peu les joues luisantes en fait. Et il vous regarde, il a les yeux cernés, il a ses vieilles lunettes avec du scotch pour les faire tenir sur les manches. Ah, Alexei, Daria, Barbara, il connaît le nom des 200 personnes de la station. Installez-vous, je suis désolé. Alexei, il va falloir que tu restes debout, il y a que 2 chaînes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a perdu Vassili. Oh, ça va pas être loin, il a dû aller jouer. Depuis hier soir. Et Oksana nous a dit C'est Oksana qui nous a dit ça? C'est ça. Oui. qu'elle l'avait vu traîner avec un nouveau, un veste en cuir, chapka. Un nouveau De Rishkaya. Ouais, Rishkaya, c'est ça. Ouais, il y a un jeune. Bah tiens, regarde. Il y a une boîte, en fait, une petite boîte métallique. Il ouvre, dedans, il y a 2 fusibles.
Il m'a apporté ça de Rishskaya. Ouais. Arcadie. Arcadie qui s'appelait. Et tu sais où on peut le trouver? Bah, j'imagine qu'il est retourné à Rishskaya. Vous savez, la Drésine qui était venue il y a 2-3 jours, ils étaient venus installer le télégraphe. Ça marche pas très bien d'ailleurs. Donc ils vont sans doute faire une mini-pause à Alexeyevskaya pour expliquer qu'on a un problème avec le télégraphe. Puis ils vont pousser jusqu'à Rishskaya. Je crois que tous les gens qui étaient sur la Drésine étaient tous de la station. Ils étaient encore là hier soir. Ouais, oui, ils sont partis hier. Il serait parti avec. Hier, à quelle heure? Je crois que la Drésine est partie vers 18h. Et il est peut-être parti sur la Drésine. Écoutez, si vous devez vous aventurer dans les métros, malheureusement, on n'a pas de Drésine sous la main. On attend que celle d'Alexeyevskaya revienne. Si vous avez besoin d'équipement, je pourrais peut-être faire un effort. Il faudra me remplir des papiers, quoi, mais... Bon, on va déjà attendre de voir si... On ne peut pas attendre plus longtemps, ça fait une soirée. On va attendre de voir si Vadia, voilà, ou Danil, s'ils ont trouvé quelque chose du côté du fumoir. Autant on est en train de stresser pour rien. On va attendre, et puis de toute façon, si on devait partir, on serait mieux à 5-3. Donc... Quand est-ce qu'elle arrive, la prochaine Drésine? Dans quelques jours, je pense. De toute façon, il faut qu'elle revienne. Là, elle va aller jusqu'à Rishskaya, ils vont faire le point et on va essayer de trouver un moyen de réparer ce télégraphe, enfin de le réparer, de le faire fonctionner. Vous savez, l'alliance là entre les 3 stations est en train de se mettre en place assez bien. Un télégraphe, ce serait un... Mais bon, pardon, je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Les gens de la Drésine, là, tu les connais? T'as un peu discuté avec eux, t'en penses quoi? C'est des gens de Rishskaya, on est en train de sceller une alliance. N'ayez pas peur. Moi, la seule chose que je vois, c'est une bêtise. Il y a une Drésine... Après, ce qui est étonnant, non, mais remarquez, non, personne ne devait le connaître. Les gens ont dû se dire que il était de chez nous. C'est étonnant qu'il ait pu monter, mais bon, après, on sait jamais. À mon avis, moi, c'est ça, vous inquiétez pas. Il a voulu aller voir les autres stations. Ce gamin, il est né ici, il a vu quasiment que ça. Enfin, presque, puisque tu l'as ramené, mais il était tout petit quand tu l'as ramené. Il connaît quasiment que Vedenra. Ça lui fait quoi maintenant? 11-12 ans. Ouais. Chef, si toutefois nous sommes obligés d'aller le chercher, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour nous donner des munitions et des armements? On va faire un effort, oui. J'aurai pas des milliers de choses à vous donner, mais on va essayer de vous donner au moins une lampe, ce qu'il faut. Ok. Bon, on va retourner là-bas et de toute façon, on reviendra vous tenir au courant. Très bien, très bien. Bon, allez, rassurez-vous, vous allez le trouver. Puis vous me tenez au courant surtout. Merci, chef. Donc là, on revient avec vous. Vous, donc, comme je vous disais, a priori, malheureusement, pas plus d'informations du côté du fumoir. J'imagine que vous allez retourner à la station. Tu l'imagines bien. On prendra donc en direction de Alexandre, c'est ça? Alexandre, oui, tout à fait. En fait, c'est assez simple, puisque justement, quand vous revenez, il vous suffit de traverser le quai. Et le temps que ça vous a pris, à peu près ça match avec vos compagnons, puisque quand vous remontez sur le quai et que vous traversez un peu les tentes, vous les voyez qui sont en train de sortir du bureau d'Alexandre Nikolaïevitch. Je dirais vers eux. Vadim me fait signe de tête. Vadim fait un signe de tête. Effectivement, Alexei, tu les vois de côté. Vadim te fait signe que non, et il s'avance vers vous de toute façon. Vous vous retrouvez rapidement, tous les 5, à quelques pas de la porte du bureau de fortune de Nikolaïevitch. Alors? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le chef? Je crois qu'on va être obligé de partir à sa recherche. La Drésine est partie hier. Et il est possible qu'il ait embarqué dessus. Le mot m'est monté dessus. C'est une possibilité. Il est pas là, il est pas... À moins qu'on fasse un tour des tentes avant. Mais je vois pas ce qu'il aurait fait chez d'autres personnes. Enfin... On n'en sait rien, en fait. Le gars qui était avec lui l'autre soir est reparti avec la Drésine hier soir vers 18h à Rishskaya. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il vous a dit, le chef? Il fait partie de l'Alliance. Tu sais, il y a l'Alliance entre les 3 stations. Ouais. Combien de temps? C'est un autre problème. Mais ils sont en train d'essayer de poser, tu sais, les télégraphes.
Et enfin voilà quoi, je sais pas trop, mais peut-être qu'on devrait faire vraiment un tour avant, voir s'il y a rien à voir dans toutes les autres tentes et peut-être se lancer à sa recherche après, mais Daniel, si ta proposition est toujours valide, je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, vraiment. Il n'y a pas de souci, vraiment pas. Je vous l'ai dit, je vous aiderai à retrouver le gamin, il n'y a pas de problème. Je pense qu'effectivement, comme vient de dire ma sœur, il faut vérifier une dernière fois, au cas où il serait caché dans un coin, parce qu'il aurait peur, parce qu'il se serait endormi, parce qu'il se serait fait mal. Mais s'il n'est pas là, on va pas attendre la prochaine draisine. Elle est dans 3 jours. Juste une chose. Est-ce que vous avez de l'équipement? Parce que les couloirs du métro sont dangereux. Le chef est d'accord pour nous fournir de l'équipement basique, mais enfin, c'est déjà ça. Bien. Et moi, j'ai un genre de réserve perso, quoi. Ok. Je peux toujours trouver par-ci, par-là. Ok. Prenez vraiment tout ce que vous pouvez. On ne sait jamais ce qu'on peut croiser dans les rames du métro. Ouais, il va falloir remplir des papiers, mais on aura un peu de matériel. Après, on fera avec. Ce qu'on peut, on peut pas non plus trop prendre à la station, ils en ont besoin. Alyosha, tu retournes voir le chef. On va voir avec lui. Dasha, je vais avoir besoin de toi. M'aider à charger quelques trucs. C'est bon pour toi? Oui. Rapidement, vous allez pouvoir effectivement réunir de l'équipement. Alors, évidemment, grosso modo, l'équipement que vous avez récupéré, c'est celui qui est inscrit sur vos fiches. Mais vous savez que dans VDNRA, on se balade pas trop sans raison avec des armes, etc. La petite chose à savoir, c'est que je suis gentil et je vais vous donner les 10 poulettes chacun de plus, c'est-à-dire 10 balles de Kalachnikov qui vous servira de pognon, mais vos chargeurs, pour tous ceux qui ont des armes à feu, vous avez 2 chargeurs par arme. Et on va partir du principe qu'on n'en aura pas besoin. En plus, Et donc, tu dis qu'en plus de ça, on a 10 poulettes. en plus de ça, vous avez 10 poulettes, 10 cartouches de Kalachnikov qui vous serviront vraiment à faire de l'argent. Ou, rappelez-vous, peut-être que cette poulette en question te sauvera la vie si à un moment donné tu te retrouves sans munitions. Dernière question, en termes de lampe torche, est-ce que quelqu'un a une lampe torche notée dans l'équipement? 1, 2, 3. Et 4 aussi? Non. Donc vous avez 3 lampes torches, vous êtes bien en termes d'éclairage, pas de problème. Eh bien, oui. Une question. Vas-y. J'ai un masque à gaz. Tu as un C4. On est fort, Donc, on va voir. au niveau, comment ça se passe au niveau des... Est-ce qu'il y a un truc au niveau des cartouches, etc. Alors tout à fait. Normalement, il y a des règles qui régissent ça. C'est ce qu'on appelle des jets de réserve de temps en temps. C'est pas un aspect comme on est sur un one shot qui va nous intéresser ce soir. Donc je vais partir du principe que peut-être à un moment donné, soit sur un côté un peu drama, soit t'as pas eu de chance sur un jet de survie ou quelque chose. Je dirais attention, on arrive à court de batterie, de cartouches. Voilà. On est sur du narratif. On n'est vraiment pas sur du simulationniste. Donc on va alléger sur ce plan-là pour ce soir. Ok. Ok. Une fois équipé, donc, vous descendez sur la voie pour vous diriger plein sud, dans un noir d'encre, parce que le tunnel n'est pas éclairé. Et petit à petit, pour ceux qui seraient restés sur le quai et qui vous regarderaient un peu interrogateurs, vous éloignez de la maison, vous disparaissez dans les ténèbres. Autour de vous, il n'y a que la ténèbre. Une noirceur palpable, presque étouffante, poisseuse. C'est comme si le noir s'accrochait à vous, comme s'il essayait de s'emparer de vous. Vous avancez comme si quelque chose essayait de vous en empêcher. Vos pas sont lourds, les sons paraissent étouffés. Vous êtes dans l'ombre et vous avez presque peur que cette ombre ne vous dévore. Dans le faisceau de votre lampe, de temps en temps, vous voyez comme une forme fugitive, quelque chose qui semble se déplacer. Vous repassez le faisceau, mais il n'y a rien. Sans doute votre imagination qui vous joue des tours. L'angoisse vous rend silencieux. Il y a ce bruit de vos pas sur le gravier
mais il paraît étouffé, comme si l'ombre l'enrobait, l'amortissait, le dévorait. Quelque part, ce tunnel semble vous digérer. Et après tout, ne dit-on pas que le réseau des tunnels est le tube digestif du monstre qu'est le métro? Cependant, vous essayez de vous raccrocher à ce que vous avez à faire. Et vous avancez. Est-ce que je peux éventuellement chanter la petite berceuse que je chante à Vassili pour l'endormir, histoire de nous apaiser? Tu vas me faire un jet, allez, manipulation. Manipulation ou empathie pure, ce qui t'arrange en fait. Empathie pure. De toute façon, j'ai pas manipulation. Donc j'ai 5. Très bien. Effectivement, Daria se met à chanter cette petite berceuse qu'elle chantait à Vassili. Elle semble chasser les ténèbres autour de vous et vous rassurer un petit peu. C'est un petit rayon de lumière beaucoup plus efficace que vos lampes torches. Et cette chanson vous berce, permet de vous focaliser sur votre objectif aussi. Et vous fait un peu oublier l'angoisse qui vous tordait le ventre quelques secondes avant. C'est pas grand-chose, mais ça sent la maison. Quand vous finissez par percevoir au loin la lumière de torche qui semble venir dans votre direction et indiquer le cordon de sécurité d'Alexeyevskaya, vous êtes un petit peu rassuré. Vous arrivez à Alexeyevskaya, en tout cas à sa sécurité. Devant vous, il y a ces fameux sacs de sable, des choses que vous reconnaissez, notamment les garçons, espèce de bidon qui a été coupé vraiment des 2 tiers dans lequel il y a du feu. Et puis ces deux soldats. Alors soldats, c'est un bien grand mot. Ils ont vraiment une tenue un peu cheap, qui fait pas spécialement entretenu. Ils ont un pantalon de camo très allumé. Ils ont un sweat avec un A pour Alexeyevskaya, sans doute. Celui qui s'approche de vous a les joues mangées par la barbe, la mine un peu lasse. Vous êtes de VDNRA? Il semble se détendre un peu. Je comprends que voilà, vous le sentiez tendu. Vous avez même entendu le cliquetis de l'arme dont on enlève la sécurité sur le fusil de son voisin. Et puis, tout ça se détend un petit peu. Et je peux savoir ce que vous faites là. On est à la recherche de mon fils. Il a disparu. D'ailleurs, vous étiez là en poste quand la drésine hier soir est arrivée? Hier soir, non, c'était pas moi, c'était Yakov. Mais si vous voulez, ça dérange pas Léonide, je peux vous y amener. Ouais. Ok. Vous arrivez donc à Alexeyevskaya, une station blanche. Et la lumière s'y répercute de façon sale, triste, morne. Un petit côté laboratoire avec ces carreaux blancs sur le mur. Alexeyevskaya avec des lettres qui manquent inscrites sur le mur de céramique sur votre gauche. Et puis ces tentes, un peu comme chez vous. Mais il y a une misère et presque une mélancolie qui transparaît dans cette station. Vous sentez qu'ils sont plus dans le besoin que vous l'êtes. L'homme qui marche derrière vous vous dit « Bon, il faut vite que j'y retourne, mais Yakov, c'est le gars là-bas qui discute avec la jolie blonde. Allez, bonne chance, j'espère que vous allez le retrouver. » Il fait demi-tour et il retourne à son poste. Que faites-vous? On va vers Yakov. Très bien. J'ai peut-être un poil accéléré le pas. Yakov vous fait presque face, puisqu'il discute effectivement avec une jeune femme.
qui a un fichu à fleurs dans les cheveux blonds. Ils ont l'air de discuter, peut-être au ton de Yakov quand vous tendez l'oreille, peut-être un peu de fleurs touillées même. Tu avances, vous suivez Alexei et vous voyez un homme d'une quarantaine d'années avec des grosses bajoues de pitbull qui tombent un peu, des œdèmes sous les yeux assez gonflés, très cernés, une grosse calvitie, un peu comme moi, mais en pire, sur le dessus, cheveux poivre et sel, assez trapu quand même, assez musculeux même. Et il semble s'interrompre quand il vous voit. Il te regarde. Bonjour à toi, c'est toi Yakov. Ouais, c'est moi, Yakov, ouais. Je m'appelle Alexei, on vient de Vedenha. Alexei, pas d'ici, toi? Non. On a perdu un petit. Et on se dit qu'il a peut-être pris la drésine. On nous a dit que c'était toi hier soir qui était là quand la drésine est arrivée. Ouais. Ouais. Il y avait un gosse. Qui fait bizarrement. C'est pour ça que je me rappelle. Parce que j'aurais dit, j'ai pas fait trop attention. D'autant qu'ils sont pas restés longtemps. Ils ont fait juste une pause. Ils sont repartis vers Ishkaya. Il avait une drôle de peluche, là. Un dinosaure, un dragon, je sais pas, un truc violet, très moche. Ouais. Enfin, pardon. Puis il avait un gros blouson, une chapka. Mais ça lui allait 10 fois trop grand. Ok, donc le dinosaure, on sait que c'est lui. Par contre, c'est quoi cette grosse chapka? Il était accompagné, il était avec quelqu'un? Enfin, vous avez eu l'impression qu'il était... Il y avait les gens de Rishskaya. La chapka, ça doit être celui du... Pas moins de 10 personnes, quoi. Vous savez, c'est pour le télégraphe. On discutait quelques instants avec notre administrateur et puis ils sont repartis, quoi. Et vous l'avez vu discuter avec quelqu'un? Il avait l'air de se sentir bien ou vous avez eu l'impression qu'il était peut-être pas à sa place? Bon, pour ce que j'en sais, moi, c'est un homme, quoi. Ok. Dasha, ça fait penser à la même chose que moi. Cette chapka... Le gars de Rishkaya. On est d'accord. Reste à savoir pourquoi il se retrouve avec les fringues de son nouveau copain. C'est bien la peluche de Vassia? Oui. Peut-être qu'il voulait le camoufler pour le ramener jusqu'à Rishkaya. Ceux qui ont observation, ceux qui ont la compétence seulement. Observation. Vous allez me faire un jet à tour de rôle. Qui a observation? Très bien. Tu vas commencer... Mignon, vas-y. Un succès, d'accord. Johan, à toi. Pour Daniel. Pas de succès. Tu as à peine le temps, alors qu'ils discutent, de repérer que dans le dos d'Alexei, quelqu'un arrive, un peu en loose day. Il a un sweat à capuche. T'as failli le pas reconnaître tout de suite. Ça va être short en termes de taille, mais c'est Ilya. Et clairement, il avance comme ça. Ilya, rappelle-toi. Celui qu'on a interpellé dans la tente. Oui, d'accord. Qui a été banni de la station. Ok. Il arrive vers lui, t'as tout juste le temps de repérer un sur un. C'est une brosse à dents dont on a enlevé la tête et qu'il l'a taillée en pointe. Il la tient comme ça. Tu regardais et puis il s'approche dans le dos d'Alexei avec ça. Qu'est-ce que tu fais vite? Je crie, Alexei, retourne-toi, attention, vite, il y a Ilya. Tu vas me faire un jet de réaction. Ok. Est-ce qu'on a le droit aussi? Pas mentionné. Le cri, alors réaction. Bruno, bien mieux. Le cri peut vous permettre de réagir. C'est la base. Cela dit, ça ne sera pas forcément nécessaire. Tu fais juste un quart de tour, vous êtes en pleine discussion. Il y a Yakov qui sursaute un peu aussi vite qu'il le peut, parce que vous avez quand même compris que c'était pas Buzz l'éclair, le mec. Tu te retournes, tu vois Ilya, que vous avez banni il y a peu de la station,
et il était en train de venir, tu sais, en mode ta, et puis je me barre. Tous ceux qui veulent, vous allez pouvoir faire une initiative. Pour cela, on va faire comme ceci. J'ai un 3 pour moi, attention, je vais être vif. Tous ceux qui veulent agir sur ce tour-là peuvent piocher une carte d'initiative. Évidemment, Bruno, tu y vas. Moi, je ne l'ai plus. Ah, je la retourne tout de suite. Oui. Visible, 8. Tiens, Yo, tu peux en tirer une pour moi, tu peux la retourner, 5. s'il te plaît. Ouais. Je te fais confiance. Donc Vadim 1, Alexei 8, Danil 2. Très bien. Je ne vais pas avoir le temps de voir grand-chose. Très bien. Alors, vous pouvez constater que aucune action utilisée quand la carte est comme ça. Comme vous avez pendant des combats des actions lentes ou des actions rapides, les actions rapides en général ne justifient pas de G2D. Vous pouvez faire comme ceci quand l'action rapide est utilisée. C'est noté, action rapide. Comme ceci quand l'action lente est utilisée. Et comme ceci quand vous n'avez plus d'action parce que vous avez tout utilisé. On peut faire 2 actions rapides ou une lente, une rapide. Eh bien, c'est à Vadim d'agir le premier. Qui va prestement tenter de désarmer l'individu qui s'approche. Très bien. En se retournant au cri de Maria. Alors pour le désarmer, il faudra que tu aies une action d'éclat, c'est-à-dire que tu ne fasses pas qu'un seul succès. Il en faudra au moins un de plus, mais c'est pas inenvisageable. Vas-y. Et du coup, j'imagine que c'est sous bagarre. C'est sous bagarre, avec vigueur. Bruno, récupère tes dés, s'il te plaît. C'est impeccable. 2 succès. Tu vois le geste partir, un type trapu avec vraiment une tête très large, quasiment pas de cou, le crâne rasé. Il est sous sa capuche noire et il s'approchait d'Alexei en mode, il allait vraiment lui mettre. Donc lui s'est décalé, tu attrapes son bras, tu vas essayer donc de lui faire une clé. Alors attention, soit tu le désarmes. Tu tapes et tu lui fais perdre son truc. Si tu veux le saisir, c'est une autre action. Donc voilà. Je jouais la sécurité. D'accord. C'était sûr. Très rapidement, en fait, quand lui arrive, toi tu tapes très fort sur son poignet. Il est surpris. Il en lâche le surin. C'est juste à Danil d'intervenir. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais le mettre en joue. Ouais. En lui disant maintenant tu t'arrêtes, tu ne bouges plus. Ok. Tu vas me faire un jet d'intimidation. Étant donné les circonstances, il est facile. Tu as 2 dés. Donc, tu vas faire un jet de vigueur ou de manipulation. Manipulation. Tu es plutôt dans le... Donc, vigueur ou empathie. Tu choisis ce que tu préfères et tu as un bonus de 2 dés. Empathie. Un succès. Donc, ça suffit à faire son petit effet. Le gars lève les mains, vous deux qui êtes quand même très, qui analysez vite les visages et les humeurs des gens, vous sentez que le gars est vraiment pas à l'aise parce que là il se dit waouh, comment je suis mort et je vois pas comment je pourrais survivre à ça. Il y a eu déjà un rappel, 2 rappels, j'ai été banni machin. Là je tente un truc, je me fais calmer. À mon avis c'est la correctionnelle. Donc vous le sentez, il met les mains comme ça, mais au fond de lui il faut que vous soyez vigilantes toutes les deux parce que vous sentez qu'il pourrait faire un truc désespéré parce qu'il est convaincu qu'il ne sortira pas de cet affrontement. Donc il est comme ça. C'est à lui d'agir. Ça va être la sainte fuite. Il prend ses jambes à son cou. En fait, il a essayé, il s'est fait taper, il a lâché son arme, il lève les mains quand on le braque, il part en courant. Et il part de quel côté? Il part côté Vedenra, côté tunnel, quoi. Un peu de là où il finit. Bon. Je vais faire le jet pour lui. Mais moi, je suis méchant. Je ne vous montre pas ce que je fais. Très bien. Il court, très honnêtement, c'est pas Carl Lewis. Voilà, il a un côté presque un peu grotesque en fait, on dirait un méchant de dessin animé quoi. Il court un peu comme ça, le gars est venu essayer de tenter un truc, c'est fiasco complet. Il part en courant la queue entre les jambes et en plus il a une façon de courir qui est pas très à droite. Bon, que fais-tu? Je vais le rattraper. Alors, d'accord, mais comme tu as agi, je voudrais savoir ce que vont faire Sophie. J'ai pas agi.
Non. Ah, tout à fait. T'as pas. C'est vrai, c'est à toi. C'est des filles. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais c'est moi qui fais ce que je veux. Juste les filles, vous aviez envie de faire un truc particulier? Non. Non. Je De reste toute façon, vous n'aviez pas tiré d'init, mais Ouais. c'était pour être sûr. Ok. Enfin, Alexei, vraiment. Alexei, tu pars à la course derrière lui. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Agilité avec quoi? Avec Réaction. C'est pas vigueur endurance. réaction. Ouais, réaction. Et bien 4 plus 2. Et ben je Force. Ah, tu forces. J'ai forcé. Ah, ouf. Tu prends une affliction. Donc, toi, tu avais choisi l'affliction tout à l'heure? Oh oui, bien sûr, j'ai esprit 11. Elle est remontée. Hein. Toi, tu prends un dé de stress. ouais, Tu es joueur. Très bien. ça me saoule. Allez, rends-le bien visible pour que je puisse les voir. Et récupère tes dés, s'il te plaît. Bien. Tu te mets à courir. Tu t'essouffles un peu parce que vous n'arrêtez pas au bout de 10 mètres. Hein. Il part à la course. Tu le suis derrière. Puis au bout d'un moment, tu commences à souffler. Tu le vois s'enfoncer dans les ténèbres. Il va sans doute dépasser le cordon. L'idée qu'il retourne à VDNRA te rassure pas. En même temps, s'il n'est pas trop stupide, il va pas y aller parce que, rappelez-vous, ils ont hors de tir à vue s'il revient. Donc, voilà. Tu reviens un petit peu essoufflé. C'est qui ce type? Ça va? Parce qu'on va pas le garder ici, nous. Hein. C'est un nouveau. Il est arrivé il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. Il est arrivé de chez nous. Il a été banni. Pourquoi? Parce que c'est un fouteur de merde. Voilà. Violent, il tape sans raison. Et il n'a pas une très bonne réputation vu qu'il vient d'un milieu un peu mafieux, un peu pourri. Ouais. Eh ben, c'est sympa de nous refiler vos déchets. C'était pas ce qui était prévu. Puis c'est l'alliance, on partage. Ah bah, si on partage et qu'il est banni, faut le bannir jusqu'à rien. On est d'accord. Tout à fait. Bah, on s'en occupera. Il y a certains bannissements qui sont plus définitifs. Arrêtons de tourner autour du pot. Je suis de son avis. Un déchet comme ça, faut pas le laisser traîner. On sait pas qui c'est qui frappera. De toute façon, il est parti. Notre priorité, c'est le petit. Oui. Tu as raison, Dasha. On s'en occupera après. Je vous propose quelque chose. On monte jusqu'à Rishkaya. On pourra faire suivre le bâtiment. Bah, d'accord, c'est pas moi qui vois, mais en tout cas, moi, je vais en parler au chef. C'est quand même important comme info. Bon, j'espère que ça se passera pas trop mal pour vous. Je voudrais pas abuser, mais pour les infos, Une compensation, c'est ça? une petite poulette ou deux, ce serait sympa. Ok, c'est Par tête. Si. Une poulette ou deux par tête. Merci. Là. Allez, allez. La prochaine fois que tu auras paumé un gamin, bah, je te ferai payer. allez. C'est la première fois que vous voyez Alyosha perdre son calme. Il est comme ça, les poings serrés. Et toi qui connais ton frère, il est prêt à lui mettre un taquet. C'est surtout qu'en fait, le gars, en plus de subir des coups d'intimidation d'Alyosha, les yeux de Vadim sont rivés sur lui à partir du moment où il a réclamé des poulettes. Il est pathétique. Parce que donc vous lui donnez des poulettes, vous deux vous le faites ou pas? Non. Vous deux non? Il récupère en tout cas celle qu'on lui donne. Quand Danil donne ces deux poulettes, il y en a une qui tombe au sol. Il la ramasse comme ça, il n'ose pas vous regarder, il est misérable en fait. Vous regardez l'état de la station, c'est dur de lui en vouloir. Mais c'est clair que ça manque cruellement d'élégance. Il range ses poulettes et du coup il part sans vous dire ni merci ni rien. Et il repart avec son petit trésor, s'éloignant. Alyosha va dire, franchement, il nous aide, il nous donne des infos, et vous le traitez comme si c'était lui qui avait essayé de vous tuer. Vous faites quoi, là? On s'entraide, vous avez vu l'endroit où on est? On est plutôt bien, nous, on est plutôt bien placés, on est plutôt bien sur Vedenra, et là, vous voyez que c'est la misère. J'essaie de calmer Alyosha. Parce
Je le sens très très énervé. Fais un petit jet d'analyse, peut-être plutôt de manipulation en fait, avec empathie. Manipulation. Cela dit, analyse, si tu préfères, tu peux parce que tu pars de son état, de ton ressenti, de ce que toi tu ressens, de ton côté psychologue en fait. Donc ça me Bon, gêne c'est pas grave, j'ai une réussite. Très bien. Je te laisse le jouer. Alyosha, s'il te plaît, garde ton calme. Ils sont misérables ici. Ils n'ont pas la chance qu'on a. Et le plus important, c'est qu'on retrouve le petit. Je t'en prie. Oui, je sais bien. Désolé. Ma petite sœur a pas forcément tort. Plus vous engraisserez vos contacts, plus ils vous seront utiles. On peut passer à autre chose. Mes contacts, s'ils ont besoin d'aide, ils me demandent de l'aide. Ils abusent pas de la situation. Oui, mais tu C'est sais deux que ça choses se passe, différentes. ça se passe pas toujours comme ça et je suis bien placée pour le savoir. Oui, je sais que t'es bien placé, et justement, ça se passe pas comme ça avec moi. On veut que j'aide. J'aide. On essaie de m'utiliser, je défonce. Mais tu sais que tout le monde fonctionne pas comme toi et là on n'est plus chez nous. Ça serait bête de Tu sais que c'est faire pas- mal voir d'une station. Et puis c'est pas pour t'embêter, Alyosha, que je te dis ça, tu le sais. Bon, laissez-le, c'est bon, il va se calmer. Ouais, vous pouvez lui lâcher la grappe. Ça va, Vadia, recommence Si pas. on partage peut-être aussi les bonnes manières et on pourrait peut-être en inculquer quelques-unes aux gens de cette station. Parce que t'es venu là pour faire le redresseur de tort. Non, je suis venu là pour chercher un gosse. Ouais, alors Faire si en on s'y sorte de remettait, pas ça serait bien. laisser mon humanité sur le chemin. Ça suffit, on peut y aller? Pour arrondir les angles, je vais quand même prendre le temps de te féliciter, Aria. Parce que si t'avais pas eu le réflexe et le coup d'œil, le frangin se faisait poinçonner. Donc merci. Merci, ça va. C'est normal. Bon, on s'y remet. Avant de partir, je vais déposer 2 poulettes une fois que tout le monde se sera barré. Sans que personne me voie, je déposerai 2 poulettes. Le type les récupérera plus tard ou quelqu'un d'autre de la station. Et je rejoins mes camarades ensuite. Très bien. Moi, je l'aurais vu du coin de l'œil, un petit sourire, mais je le garde pour moi. Je vais te demander un jet. C'est à moi de te dire si Ah, tu l'as vu ou pas. Mais vas-y, fais-moi un jet d'observation, je te dirai si oui ou non. Parce que tu souhaites le voir. Oui. Mais j'aime bien. Vas-y. Eh bien, très bien. Tu as 2 succès. Tu l'as effectivement repéré. De toute façon, l'observation, c'est ton truc. On l'aura compris. Effectivement, tu le vois. Tu garderas tout ça pour toi. Vous redescendez sur les voies et vous quittez la station. Cela dit, elle est assez en longueur. Donc, quand vous la quittez, vous avez le loisir de l'observer d'un peu plus près. Vous voyez les tentes, vous voyez cette lumière blafarde, très mal éclairée, parce qu'à la limite, vous, c'est rouge, mais on y voit quelque chose. Vous voyez ces mines lasses et cette mélancolie qui transparaît. Il n'y a pas de thé ici, il n'y a pas autant de porc que ce que vous avez, vous, c'est vous qui exportez pas mal. Avec Seyevskaya, vous vous en rendez bien compte, ça n'est pas VDNRA, ça n'est pas Rishskaya. Ils n'ont pas toutes les ressources dont vous disposez, vous, et ça se lit sur les visages et dans l'ambiance de ce métro. Quand vous avancez, vous voyez sur le côté défiler ces visages éthiques, ces gens qui n'ont pas l'air en super santé, qui n'ont pas l'air d'avoir le moral. Et vous vous dites que quelque part, bon, cette alliance, elle leur permettra peut-être de vivre un peu mieux. Et vous avancez à nouveau vers les ténèbres avec évidemment un peu d'appréhension, puisque dès qu'on rentre dans les tunnels, on n'y va jamais de gaieté de cœur. Vous voici dans les ténèbres une nouvelle fois. Vous avancez. L'ombre vous semble suffocante. Vous êtes pris aux tripes. Vous vous sentez étrangement presque isolés les uns des autres. Mais vous avancez. Vous avez du mal à ne pas rester silencieux. Vous voudriez tous dire quelque chose, faire quelque chose pour enlever cette angoisse, cette espèce de chape qui vous pèse dessus. Mais vous avez du mal à ne pas demeurer silencieux.
Vous entendez même difficilement vos propres pas. Et cette avancée est pesante. Il y a cet objectif au bout qui vous tire, qui vous tracte. Mais voilà, vous n'êtes pas rassuré dans ces ténèbres. En tant qu'éclaireur, Danil est légèrement devant vous à 5 mètres, même pas. Il marche plus dans vos faisceaux. Lui éclaire aussi, mais il essaye d'être discret au cas où il y aurait une menace quelconque. Donc il est devant. Il marche en tête. Au bout d'un moment, il vous semble entendre comme un léger sifflement, un son étrange. Vous n'arrivez pas à savoir exactement quelle en est la source. Danil, qui est un peu en avant, tu vas me faire un jet d'esprit. Tu ne sais pas ce qui se passe. Les autres entendent un vrombissement. Vous le voyez, il est vraiment 5-6 mètres devant vous. Il est pas loin, il est dans le faisceau de la lampe encore. Toi, tu entends, tu es harcelé de voix qui t'appellent, qui te supplient, des chuchotements. Mais c'est comme si ces voix étaient tangibles, comme si ces voix étaient vivantes, parce qu'elles sont physiques quelque part, tu vois. Elles te tournent autour. Comme des espèces de grosses mouches, c'est l'image qui vient en tête, des grosses mouches qui te tournent autour et ces voix qui t'appellent et qui te supplient, sans que tu saches pourquoi. Tu as combien en esprit ? 4. Ok. Tu vas me lancer un dé 66, c'est-à-dire 2d6 qu'on va lire de gauche à droite. Tu les lances comme ça, on les lira de gauche à droite, mais côte à côte. Ok, donc double 6, ça peut sembler une bonne nouvelle. Tu viens de faire un jet sur la table des traumatismes psychiques et tu viens de faire le pire résultat possible. D'accord. Je vais te prendre à part. Je vais t'expliquer ce qui se passe et puis on reviendra et tu joueras. Ok ? Ok. Vous aussi, au moment où peut-être vous seriez tenté d'approcher vers lui, vous vous sentez harcelé, attaqué, vous subissez ce qu'on appelle une attaque de terreur. Des voix, etc. Vous pourrez y résister comme il a essayé de le faire. Mais vous voyez que Danil ne se comporte plus du tout de façon rationnelle. Comme à son habitude, il a pris la tête. Enfin, j'ai pris la tête. À un moment, j'avance. Laissez-moi. Ah, taisez-vous. Non. Laissez-moi. Il s'effondre sur le champ. Son cri résonne dans tout le métro. Il n'est plus du tout enveloppé par les ténèbres. Et il tombe raide.